Bonjour, je m'appelle Marc Divinet. Je suis heureux d'être avec vous à l'occasion de cette vidéo qui s'intègre dans une série qui traite du marketing B2B, le marketing des produits destinés aux organisations et notamment aux entreprises. Cette vidéo est donc la 9e. Les 7 premières concernaient les différences entre marketing B2B et B2C, comme le client, le produit, la vente, la distribution, la communication. La 8e était centrée sur l'activité principale qui concernait le management des marques en B2C et le management de l'intégration à des filières en B2B. Et celle-ci concerne les études, qui est une activité essentielle en marketing B2B et qui couvre un panorama de thématiques très large qu'on va voir ensemble et qui doit suivre des méthodologies particulières parce qu'on va être dans un milieu professionnel et non pas un milieu du consommateur. Voilà, c'est parti, à tout de suite. Alors pourquoi évoquer les études en B2B? La première raison, c'est qu'il y a un choix qui est très important, plus large qu'en B2C, et également il y a des méthodes qui sont plus particulières à suivre pour avoir un résultat qui soit confiant dans la prise de décision. Donc quand on regarde le panorama des études, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de choix. Le premier choix, c'est un choix au niveau de l'environnement et qui est global par rapport à l'entreprise. Donc on peut faire déjà une étude de technologie. On peut faire une étude de filière, comme on l'a vu précédemment. En fait, quels sont les enchaînements de fournisseurs et de clients qui ont un impact sur mon choix de produits ou de services et de cibles. Également, une étude plus classique d'image et de notoriété. On peut également, toujours dans l'environnement, faire une analyse de la concurrence et particulièrement en B2B, de faire une veille des remises, puisque toutes les affaires sont négociées. Forcément, il y a des remises à droite et des remises à gauche qui ne sont pas identiques. Et donc, si on pense réfléchir en marketing avec uniquement les prix catalogues non remisés, on va faire de très grosses erreurs, car les remises peuvent être très importantes, peuvent dépasser 50%, suivant qu'une situation soit avec un volume important d'achat, soit un client qui est particulièrement important sur une longue période, ou bien on a des conditions, des clauses qui font qu'on est très en sécurité et on peut offrir une forte remise, etc. Également, on peut descendre au niveau de la mise sur le marché et on peut étudier la satisfaction du client. Mais ce qui va s'ajouter à là, c'est que la satisfaction du client, ce n'est pas la satisfaction d'une personne. Ça peut être la satisfaction d'un grand nombre d'utilisateurs, d'un décisionnaire, également de personnes qui sont des influenceurs. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, quelles sont leurs opinions par rapport à l'utilisation d'un produit ou d'un service. On va également étudier la satisfaction des distributeurs, qui chacun ont des valeurs ajoutées qui varient suivant les demandes du marché. Et donc, la satisfaction du distributeur est particulièrement importante, car c'est lui qui va décider de vendre ou de ne pas vendre votre produit. Et enfin, il y a des études particulières en B2B qui sont celles du processus d'achat. Et on peut avoir des processus d'achat qui sont complexes, qui font intervenir beaucoup de personnes à l'intérieur de l'entreprise, plus des personnes à l'extérieur de l'entreprise, mais qui sont des influenceurs. Donc, on voit un premier volant d'études, des études globales, des études de proposition de valeur et des études de mise sur le marché qui concernent l'environnement. Ensuite, on va passer plutôt à des études qui vont permettre de faire des choix directs, des décisions. Donc, toujours au niveau global, évidemment, il y a l'étude de segmentation qui consiste à regrouper les clients suivant un certain nombre de critères qu'il faudra choisir et qui vont permettre de faire une lecture, une modélisation du marché en regardant peut-être 5 ou 6 segments plutôt que 5 ou 6 000 clients les uns après les autres. Et puis, bien entendu, derrière la segmentation, c'est son premier usage, on va faire une étude de ciblage qui va permettre de savoir quelles sont les cibles les plus intéressantes en termes de chiffre d'affaires, de profit ou d'image, etc. Et une fois qu'on a fait ce ciblage, qu'on a déterminé vers quel segment on veut vendre, on va faire des études de positionnement, puisqu'on peut avoir des positionnements qui varient, et on a beaucoup d'entreprises qui ont des positionnements différents, qui vivent toutes, elles ont chacun leur positionnement, mais c'est un choix stratégique de déterminer un positionnement et de le conserver, bien entendu, dans le temps. À partir de là, évidemment, on va déterminer quel business model, c'est-à-dire
quelle source de chiffre d'affaires et de profit on va avoir, qui s'attache à des choix de ciblage et de positionnement. Le business model va être en fait, est-ce que je veux être un distributeur? Est-ce que je veux être un fabricant? Est-ce que je veux être un distributeur à grande valeur ajoutée avec beaucoup de services? Ou bien est-ce que je veux tout simplement être une place de marché? Et donc tout ça, ce sont des formes d'entreprise et je peux avoir une combinaison avec plusieurs modèles qui s'ajoutent dans mon entreprise. Derrière s'attachent évidemment des études de profitabilité, puisque rien ne peut être décidé sans qu'on ait un petit coup d'œil sur la profitabilité du projet. Et enfin, si la profitabilité n'est pas là, on peut décider de faire des alliances de façon à ce qu'on confie certaines activités à des partenaires qui sont, eux, plus profitables dans cette activité-là. Donc, on voit des choix de segments, des choix de business model, des choix de partenariat ou de pas de partenariat. Deuxième type de choix, autour de la proposition de valeur, on va faire des études de créativité, car il ne suffit pas en B2B d'interroger des clients pour savoir ce qu'il faudrait faire, mais il est également nécessaire d'interroger beaucoup d'autres personnes, de les mettre dans une salle avec toute leur créativité, qui viennent des commerciaux, des techniciens, des ingénieurs, des clients, des distributeurs, etc. Toutes ces personnes-là ont leur perspective sur le marché et vont être créatives grâce à des techniques particulières et on va permettre de pouvoir imaginer beaucoup d'autres produits et de services qui ne sont pas que des simples améliorations incrémentales. Deuxième type d'étude dans la proposition de valeur, c'est la définition de l'offre. Donc là, on parle d'une étude quantitative qui va permettre de déterminer exactement le produit, les modules, les options dans le détail, les services que je veux offrir, quel est le niveau de personnalisation que l'on veut donner, etc. Et c'est donc une grosse étude qui est une étude d'offre qui va permettre de déterminer, en fait, pour chacun des segments, ce qu'il est nécessaire de vendre. Dès qu'on a fait cette étude-là et dès qu'on a un prototype qui apparaît, je peux tester le produit auprès d'un certain nombre de clients, étudier son ergonomie, étudier son acceptation pour voir si je ne suis pas en avance par rapport à l'adoption par le marché. Et je peux aussi faire des tests de prix avec un lancement avec un certain prix. Et quand je parle de prix, je parle de prix catalogue et de remise. Je peux très bien tester un niveau de prix identique au niveau catalogue, mais avoir des niveaux de remise qui soient différents. Et constater que pour certains segments, telle remise est plus, préférable, et puis d'autres, par contre, pour certains distributeurs, pour certains pays, etc. Je peux avoir beaucoup de variabilité dans les prix. C'est pour ça que les tests de prix sont souvent très intéressants à faire. Et enfin, quand on parle d'études de marché, là, on a aussi beaucoup d'études à faire, qui sont des études relatives à la conquête de nouveaux clients, hein, ou bien à la conservation des clients qui peuvent se passer sous forme de fidélisation auprès de clients avec lesquels on a des relations continues, mais qui peut être aussi des études de rétention, parce qu'en fait, on est dans une situation où on a des clients qui sont menaçants. Vous pouvez avoir des signaux faibles qui vont vous indiquer que le client va vous quitter. Et donc, par exemple, s'il a du retard de paiement, vous vous rendez compte qu'il pourrait vous quitter. Ou bien, vous vous rendez compte qu'il a fusionné avec une autre société. Et donc, c'est un autre signal faible qui vous laisse penser que peut-être que vous serez plus retenu, que ce sera le fournisseur de l'autre entreprise, etc. Donc, tout ça, ça forme une étude particulière de rétention avec des programmes particuliers de récupération de ces clients. On va également, évidemment, étudier quelle est la structure de distribution qu'il va falloir, en fonction de tel produit, de tel autre, de tel segment, finalement, quelle est la bonne structure? Est-ce que ça va être une distribution directe avec mes propres commerciaux? Est-ce que ça va être une structure indirecte avec des distributeurs? Est-ce que ça sera une vente qui va se faire au téléphone, qui va se faire sur le web ou en face-à-face, etc. Donc, à chaque fois, on peut se reposer la question, est-ce que ma structure de distribution est la bonne pour ce projet? Et puis, on a des études de parcours client qui consistent à étudier et mettre au point en fait, un ensemble d'étapes qui sont particulièrement précises et qui vont être vécues par le client ou imaginées pour le client de façon à ce qu'il puisse découvrir votre marque, se renseigner dans de bonnes conditions, avoir une transaction, avoir un bon support, etc. Donc, on verra plus tard cet outil-là, mais la détermination d'un parcours client est particulièrement important
lorsqu'on veut décider de mettre sur le marché un produit. Également spécifique en B2B, on a le management de la force de vente. On peut très bien avoir un produit qui soit excellent, mais qui ne se vende pas parce qu'on n'a pas le bon management de la force de vente. On n'a pas le bon commissionnement. On n'a pas la bonne organisation territoriale ou sectorielle, verticale, etc. Et là, on a des facteurs qu'il faut regarder de très près. Et cette étude-là va être spécifique, puisque, en fait, on n'a pas ce type de phénomène-là en B2B. Puis, on a évidemment des études de contenu, c'est-à-dire des études sur la notion d'information qu'on veut apporter aux clients, qui sont en fort développement et qui consistent à étudier, en fait, quel est à tel moment le message qu'on veut faire passer, quel est le niveau de personnalisation, quels sont ses besoins à telle étape ou telle autre, qu'il va falloir lui apporter, et en fonction de sa caractéristique, est-ce que c'est un décisionnaire, est-ce que c'est un patron d'entreprise, ou est-ce que c'est un patron de service, ou c'est juste un acheteur, les besoins d'information ne vont pas être les mêmes. Et aujourd'hui, il y a un gros développement de ce type d'activité en marketing B2B. Et enfin, une étude qui n'est pas suffisamment faite, qui est une étude post-lancement, et qui consiste à faire un point et être capable de faire un retour d'expérience sur une des activités majeures du marketing opérationnel, qui est le lancement de produits. Et certaines sociétés n'ont qu'une seule activité en marketing, elles ne définissent même pas les produits, elles ont juste une activité de lancement. Or, ces lancements sont souvent complexes, avec des produits à mettre au point, on commence à les lancer alors qu'ils ne sont pas complètement terminés, avec des bases de clientèle différentes, des niveaux de services différents, des personnalisations de produits, de messages, de distribution, etc. différents. Et donc, c'est une activité complexe, une activité d'animation d'équipe transversale, et qu'il est nécessaire régulièrement de revoir grâce à des réunions post-lancement avec l'ensemble des personnes qui ont été concernées. Donc, on voit beaucoup d'activités. Et donc, lorsque je suis en marketing et que je dois prendre une décision, par exemple, je prends une décision qui est de créer un nouveau produit. Je ne vais pas faire toutes ces études. Je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas le budget. Et si j'ai même un budget de 3 mois de 100 000 euros, je ne pourrai pas tout faire. Donc, quelles sont les études qui seront les plus pertinentes à faire lorsque j'ai un nouveau produit, j'ai en tête un nouveau produit? Par exemple, j'ai envie de faire un produit qui est un vélo autonome, qui soit vendu à des administrations comme les postes. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire un ensemble d'études qui vont être attachées au niveau de la stratégie. Donc, je vais avoir une étude sur les technologies, qu'est-ce qui existe, les filières par rapport à ces technologies, qui achètent aujourd'hui ces technologies. La voiture autonome existe, le vélo n'existe pas. Comment je vais aller chercher ces savoir-faire à travers quelle filière? Je vais être obligé de me rapprocher des filières qui utilisent ces technologies. Je peux faire aussi une étude d'image et de notoriété. Est-ce que mon réseau a l'image lui permettant de vendre ce type de produit? Je peux faire aussi une étude de segmentation, de ciblage et de positionnement par rapport aux utilisateurs qui sont des administrations comme les postes, qui achètent des vélos et qui les font faire totalement sur mesure pour eux. Bien entendu, je vais faire une étude de concurrence avec la remise, toujours. Et ce n'est pas la même étude. L'étude de concurrence, je vais observer ces sites web, je vais observer ces brochures, je vais observer les discours des vendeurs, mais les remises, ça va être sur le terrain, ça va être des vendeurs qui vont être confrontés, qui vont me dire, tiens, j'ai rencontré tel client qui a obtenu telle remise. Et enfin, je vais être obligé de faire une étude de créativité et de définition de l'offre, comme je l'ai indiqué. Donc, on voit, je suis très en amont et je suis très en arrière, entre guillemets. Je ne suis pas complètement sur le terrain à déterminer des choses très précises de relation client. Maintenant, si je fais une deuxième étude, qui est une étude de mise sur le marché du produit, quelles sont les études que je vais faire? Et là, je vais au contraire être beaucoup plus proche du terrain. Mon produit est censé être terminé, je n'ai qu'à le lancer. Et donc, je vais me diriger vers le bas et la droite, c'est-à-dire que je n'ai pas de satisfaction client à faire puisque je n'ai pas encore de client. Par contre, je vais faire une étude de conquête et de parcours client. Je vais déjà imaginer ce qu'il faudra que je fasse en termes de fidélisation de ces clients-là et de rétention dans le cas où
j'ai un risque de perdre ce contrat avec ce client. Je vais voir si ma force de vente est bien structurée pour vendre ce produit-là. Déjà, si elle a l'aptitude ou s'il y a des gros efforts de formation qui sont nécessaires. Je vais étudier tout le contenu parce que finalement, entre un vélo autonome et un vélo qui n'est pas autonome, j'ai tout un discours à créer. Et enfin, je vais étudier mes lancements avec beaucoup de détails. Et dès que j'aurai lancé dans une région ou dans un pays, je vais immédiatement faire une réunion post-lancement pour voir quelles sont les erreurs et quels sont les success stories que j'ai. Donc, on voit vraiment deux activités totalement différentes avec un choix d'études qui n'est pas le même. Alors, au fur et à mesure du lancement, je vais commencer à avoir quelques clients et donc, petit à petit, je vais commencer à faire des études de satisfaction client, des études de satisfaction de la distribution et des études de processus d'achat parce que peut-être que celui que j'avais imaginé dans le parcours client, il n'est pas complètement celui qui va se réaliser. Et donc, ces trois études-là, satisfaction client, satisfaction de la distribution et processus d'achat, vont me permettre d'améliorer toutes les décisions que j'avais prises avant de conquête, de parcours client, de management de la force de vente, etc. C'est pourquoi, quand on lance un produit en B2B, on a une optimisation à faire en apprenant au fur et à mesure des premiers placements avec les clients et qui est indispensable. On peut augmenter de façon significative le chiffre d'affaires grâce à cette analyse très proche du terrain et par l'exploitation des success stories. Alors, deuxième partie qu'il faut regarder, ce sont les sources d'information. Et on voit qu'il y aura beaucoup de sources d'information. La première que j'ai déployée ici, c'est l'information interne. Et effectivement, dans une entreprise B2B, il y a énormément d'informations internes qui sont des informations, par exemple, dans l'ERP. On va étudier tout ce qui a été facturé. On peut regarder, par exemple, quel produit est le plus souvent vendu avec quel autre produit, quelles remises moyennes ont été données. On peut calculer la profitabilité des produits ou des services. On peut regarder quel type de clients, quelles sont leurs tailles, quels sont leurs secteurs, etc. Donc, une très grande richesse dans l'ERP. Il ne faut pas se gêner, évidemment, d'analyser ces premières ventes. Dans le CRM, on a beaucoup d'informations sur les relations clients. Donc, quels sont les types de contrats? Combien de fois j'ai envoyé un contrat? Est-ce que j'ai dû faire 4 devis pour avoir une vente? Ou bien est-ce que j'ai fait 4 ventes pour avoir une réalisation qui soit la plus profitable? J'ai fait peut-être 3 ventes non profitables avec ce client et une quatrième qui soit beaucoup plus importante et qui va rendre le client profitable. Donc, le CRM va compléter le RP parce qu'on va étudier en fait le coût d'acquisition du client par l'intermédiaire des efforts commerciaux qui ont été faits. Également, en termes de services, on a beaucoup d'informations sur les usages des produits, sur l'obsolescence des produits, les réparations qu'on a dû faire, les renouvellements de produits, etc. Mais il y a aussi des informations qui sont informelles, qui sont des vieilles études de marché, qui sont en fait des personnes qu'on peut rencontrer qui sont encore ou bien ont peut-être quitté l'entreprise et qui peuvent dire, bah, tiens, moi j'ai fait une étude il y a 2 ans et voilà, on l'a comparé avec tel client, on a acheté une étude auprès d'une boîte de conseil, etc. Donc, ne pas négliger, et c'est souvent malheureusement le cas, toute la formation interne, tout ce qui est dans les documents, dans les fichiers, dans les têtes des personnes qui appartiennent à l'entreprise. Deuxième source d'information, c'est la source des clients eux-mêmes. Donc, les clients qu'on va pouvoir interroger, et à l'intérieur des clients, on aura des rôles qui ne sont pas les mêmes. On va avoir des acheteurs, on va avoir des décisionnaires, on va avoir des utilisateurs, et on va avoir des utilisateurs champions. Par exemple, si j'ai vendu un robot dans une entreprise, l'acheteur du robot qui aura négocié l'affaire, ça sera intéressant de savoir ce qu'il pense des clauses qui ont été faites, ce qu'il a dû négocier, est-ce que c'est par exemple des clauses de révision de prix du service, etc. Le décisionnaire, lui, va plus être intéressé par la valeur ajoutée du produit, par les options possibles. Il va donner plus d'informations sur l'usage qu'il va avoir. L'utilisateur, lui, il va parler de la facilité, du temps qu'il y passe, etc. Et le lead user, c'est un champion qui lui aura acheté, il aura utilisé des produits de la concurrence, des vôtres, etc. Et c'est souvent dans les grandes entreprises, c'est d'excellents connaisseurs qui sont capables de juger des produits de différentes marques. Troisième source d'information, ce sont les facilitateurs. Donc,
des apporteurs d'affaires qui donnent des informations en disant tel client, il a le besoin, il correspond exactement à tes produits, va le voir. Des influenceurs, des gens qui donnent leur avis sur un achat et qui disent celui-là, je pense qu'il ne va pas être compatible avec notre système, etc. Ou bien telle technologie. Des gens qui font du conseil, qui vous disent ben voilà, oui, effectivement, telle norme, il faut l'observer aujourd'hui, pas telle autre. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont décider du produit, mais qui vont avoir une influence majeure sur le processus d'achat. Quatrième source, c'est la distribution. Effectivement, les dirigeants peuvent avoir un point de vue sur la qualité du produit, sur la marge qu'ils réalisent dans la vente du produit ou dans la vente des services, sur les difficultés de management de leur force de vente par rapport à ce produit, sur l'accueil que les clients font de ce produit, etc. Et les commerciaux, eux, vont donner un avis sur l'attractivité vis-à-vis des clients, sur la facilité de vendre, etc. Et enfin, les équipes qui gèrent les clients sont particulièrement intéressantes parce que ces personnes-là vont vous indiquer, en fait, une fois que l'affaire est faite, si c'est facile de satisfaire le client ou s'il y a énormément d'interventions, si c'est complexe, s'il faut envoyer 2 fois le technicien, etc. Donc, est-ce que tout ça se fait de façon linéaire, facile, fluide, ou au contraire, s'il y a des rochers sur la route et que le client, bah, ça prend du temps et on va avoir beaucoup de mal après à le satisfaire. Donc, ne pas négliger les services clients qui sont fortement en contact et qui souvent ne sont pas très visibles. On a également, bien entendu, la concurrence qu'il faut observer. Donc, quelles sont les gammes, quelles sont leurs distributions, quelles sont leurs remises et quelles sont leurs opérations. À quel endroit ont-ils une force de vente directe? Comment communiquent-ils? Quel est leur niveau de personnalisation des messages? Comment ils se structurent? Quelle est la performance commerciale? Et c'est souvent des éléments très simples qui donnent des points de vue. Si par exemple vous avez un concurrent qui a 40 commerciaux centrés sur une gamme de produits et vous avez 20 commerciaux qui vendent pour 50% les mêmes produits, ou très proches, finalement la proportion 40 et 50% de 10, ça fait 10. La proportion 40-10 pourrait peut-être vous donner des parts de marché si vous n'avez que 2 vendeurs comme ça sur le terrain. Et donc, l'analyse de la concurrence n'est pas seulement une analyse des produits, mais c'est une analyse des structures et des efforts marketing qu'ils font. À nouveau, quelle autre source vous avez? Vous avez en marketing B2B quelque chose de spécifique, qui sont des bases de données d'entreprises, avec les créations d'entreprises, avec la mortalité des entreprises, des informations par taille, par secteur, par zone géographique, et avec des noms d'acheteurs. Vous avez aussi d'autres types de fichiers avec des noms d'acheteurs, des noms de décisionnaires. Et donc, il ne faut pas négliger, ces bases de données sont des sources très intéressantes. Il faut vérifier leur niveau de qualité. Si on a 80-85% de noms qui sont justes, de téléphones qui sont justes, etc., ce n'est pas la même chose que si on n'a que 50%. Mais on a souvent de bonnes surprises en exploitant ces bases de données. Il n'y a pas que des envois un petit peu anonymes qui sont les plus efficaces. Autre source, vous voyez qu'il y en a beaucoup, ce sont des experts et on a des conférenciers dans des salons, on a des blogueurs, on a des leaders d'opinion qui ont une certaine audience dans un univers particulier. On a également une presse spécialisée, professionnelle dans certains cas, et on a effectivement un aéropage de personnes qui sont intéressants à rencontrer, non seulement pour connaître leur avis, mais pour leur donner des informations sur vos produits et vos services, et également pour connaître leur point de vue sur un certain nombre de sujets, sur la façon dont une technologie va évoluer, une façon dont il va y avoir des nouveaux rentrants, etc. Et enfin, dernière source, bien sûr, ce sont les réseaux sociaux, et notamment les réseaux sociaux professionnels, puisque ces réseaux sociaux ont maintenant des informations par personne en fonction de leur qualité, de leur job, leur pouvoir de décision, mais également des informations sur les entreprises, avec des liaisons qui se passent, avec également des opinions, puisqu'on a des réseaux sociaux qui contiennent des blogs, et on a également des réseaux sociaux qui sont des opportunités d'affaires, puisqu'il y a des personnes qui disent « moi, je cherche tel type de produit, qui c'est qui peut m'aider ?» On a des forums, etc. Donc, les réseaux sociaux sont un univers en très forte croissance, qui deviennent des vraies places de marché, sans qu'il y ait forcément des transactions qui se passent. Les places de marché où il y a des transactions qui sont plutôt des membres de la concurrence. Donc, on voit beaucoup de sources et
En fonction des types de problèmes que l'on a, on va aller chercher plusieurs sources. Pourquoi plusieurs sources? Parce qu'on a souvent des difficultés à avoir des études quantitatives, on a souvent peu d'interlocuteurs, et donc ça devient compliqué quand on n'a pas les capacités de faire des moyennes, des parts de marché facilement, etc. Eh bien, on va falloir prendre plusieurs sources, les croiser, ce qu'on appelle trianguler, pour avoir un propre point de vue. Donc, si je prends un exemple tout bête, qui est quelle est la taille d'un marché, et quelle est la taille d'un marché, peut-être qu'il va falloir que j'interroge d'une part des distributeurs, parce que finalement ils sont sur le terrain, et quand je parle des robots, peut-être qu'ils vont m'indiquer effectivement combien ils en ont vendu, combien ils ont perdu d'affaires, etc. Mais ça ne sera pas suffisant, parce que peut-être qu'il y a des affaires que personne n'a vues et qui ont eu lieu. Peut-être qu'ils ne verront que les affaires avec appel d'offres et puis les affaires où ils ont été consultés, où ils ont pu prospecter pour les très gros clients, mais pas pour les plus petits. Donc, je vais ajouter une autre source. Par exemple, je vais prendre une source qui est celle de base de données, puisque si j'ai un pourcentage de gens dans un secteur, dans une certaine taille, dans une zone géographique, qui ont acheté un endroit, peut-être que j'ai un potentiel au niveau de l'ensemble des personnes qui sont dans ce secteur, dans cette zone, etc. Donc, les bases de données vont me permettre de faire un deuxième calibrage. Et enfin, je peux faire encore un troisième qui est l'interview d'experts, puisque ces conférenciers sont au contact sans arrêt et ils réfléchissent sans arrêt. Ça peut être des sociétés d'études et ils peuvent également avoir un point de vue intéressant parce qu'ils ont du métier, ils aiment bien, ils creusent et ils vendent évidemment leurs informations, leurs conseils, mais ça va donner ça va donner une troisième source, pourvu qu'ils ne se copient pas les uns les autres et qu'ils ne fassent pas du mimétisme en répétant ce que les uns et les autres disent, et pourvu qu'ils aient une opinion qui soit vraiment personnelle, croiser l'opinion des experts, croiser une base de données et croiser des distributeurs va me permettre peut-être d'avoir une idée assez rapide de la taille du marché. Mais évidemment, je pourrais encore questionner des clients en études quantitatives. J'interviewe par exemple 400 clients et je vais essayer de leur demander quelles sont leurs intentions d'achat, qu'est-ce qu'ils ont acheté ces 3 dernières années, etc. Mais interviewer 400 entreprises pendant leur temps de travail, ce n'est pas facile et ça coûte un certain prix. Maintenant, dernier point, c'est en fait la méthodologie. Donc, en termes de méthodologie, on a vu les types d'études, on a vu également les sources d'informations et en fait, quelles vont être les méthodes une fois que j'ai choisi ce type d'études et ce type de sources. Donc, première chose, c'est effectivement d'avoir une analyse des publications. Qu'est-ce qui est disponible? Publications internes, publications académiques de chercheurs qui sont très neutres, publications de sociétés d'études qui devraient l'être également, et publications d'experts, de blogueurs, tout ça est à ma disposition, j'allais dire, au bout de mon clavier. Je peux avoir énormément d'informations et donc là, je vais passer du temps à traiter ces informations-là. La deuxième étape, ça peut être une étape d'observation. Donc, je peux observer des clients en train d'utiliser un produit, je peux observer des discussions, je peux observer des forums. Donc deuxième point, c'est me mettre à l'écoute. Non pas lire les publications, mais me mettre à l'écoute. Troisième étape qui va plus loin, c'est l'étape qualitative où je vais avoir des entretiens en face à face ou bien au téléphone, qui sont les plus fréquents, ou bien je réunis quelques personnes qui vont avoir un échange qui va leur plaire, qui va être intéressant entre eux et qui acceptent de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures sur un sujet qui est ma question de recherche. Et donc, cette étape-là est plus intéressante, elle va voir des points de vue différents et elle peut creuser assez profondément des sujets sur un marché, sur une technologie, sur une évolution qui peut exister sur le marché, sur une technique de vente, sur des évolutions de médias, etc. Quatrième méthode, c'est la méthode quantitative que je viens d'évoquer tout à l'heure, où là, je vais avoir un panel de clients, c'est souvent des clients qui reviennent, qui acceptent de répondre à vos questions et donc c'est profitable, et qui peut se faire par téléphone ou par web. Et là, contrairement à l'étude qualitative où j'ai des questions très ouvertes, je leur dis qu'est-ce que vous pensez de ceci? Je n'induis pas des réponses possibles. Là, par contre, effectivement, j'ai des questions fermées avec un choix et je leur pose une série de questions en disant est-ce que vous êtes prêt à mettre tel prix? Est-ce que tel module
vous paraît attractif, très attractif, peu attractif, etc. Et puis, une fois qu'on a fait cette collecte d'informations, on va passer à des analyses. Et donc, la première analyse, c'est une analyse statistique. On va effectivement faire des moyennes, mais on va aussi utiliser d'autres outils classiques comme l'analyse en correspondance principale qui va permettre de déterminer des regroupements, ou bien le trade-off qui va permettre en fait de diminuer les caractéristiques du produit et de voir comment le produit lui-même, le prix du produit va diminuer en fonction de ce que pense le client. Ça, ce sont des études statistiques qui sont intéressantes parce qu'on a un minimum de clients, évidemment. Et puis, il y a un deuxième type d'étude qui est plus nouveau, qui est en fait la sémantique. C'est-à-dire, on va étudier dans les documents, dans les conversations, quels sont les messages que les clients utilisent pour tel produit, à propos de telle entreprise. Et on va savoir si ils ont une image positive, qu'est-ce qui ressort. Est-ce qu'il y a des points positifs qui ressortent, ce sont lesquels? Des points négatifs, ce sont lesquels? Peut-être que c'est des points négatifs ou positifs sur la relation client, sur les médias utilisés, sur le support après la vente, etc., ou bien la nature lui-même du produit ou du service. Et tout cela va permettre de faire une synthèse qui est les faits. On va les séparer des opinions et on va être capable, à travers tout ce qu'on aura vu, de faire sa propre synthèse avec des recommandations pour des prises de décision. Et qu'est-ce qui est spécifique en B2B? Eh bien, en termes de publications, il y a des publications assez faibles d'un point de vue académique. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Beaucoup plus en termes de sociétés d'études et d'expertise, beaucoup plus techniques. Il va y avoir également des analyses qualitatives beaucoup plus approfondies et beaucoup plus développées, moins d'études quantitatives pour les raisons que j'ai évoquées. Et enfin, il y aura un effort de synthèse qui va être compliqué parce que sur un produit, par exemple, j'ai 40 options possibles, modules possibles, niveaux de remise possibles, etc. Et donc, l'effort à faire de synthèse est un peu plus riche, un peu plus compliqué qu'en B2C. Donc, si je vous prends une question qui est, je suis dans un cycle de produits et je ne suis pas à l'étape idée que j'ai évoquée tout à l'heure, je ne suis pas non plus à l'étape spécification du produit, je suis à l'étape prototype. Je ne suis pas encore à l'étape lancement, ni gestion du portefeuille ou retrait, mais je suis à l'étape prototype. Et l'équipe R&D m'a indiqué, ce qui est quand même, j'allais dire, presque toujours le cas, ce prototype était un peu trop ambitieux, ce que je cherchais à faire, et il n'est pas au niveau des caractéristiques que j'avais souhaitées, ni au niveau du prix. Donc, la performance que je cherchais à atteindre de ce prototype n'est pas là. Donc, quels sont les niveaux d'études qu'il faut faire lorsqu'on est à cette étape particulière? Et donc, en fait, si je reprends ce choix d'études qui est ici, je ne vais pas refaire une étude de technologie, parce qu'en fait, ils ont déjà investi là-dedans. Je ne vais pas faire l'étude de filière, j'ai compris la filière. Les segments de clients, je les ai compris aussi. Le positionnement, il est fait. Les concurrents, c'est toujours bon de se mettre à jour au niveau des concurrents. Mais là, je ne suis pas au niveau du parcours client. Ce n'est pas le point, je ne suis pas au niveau du lancement. Et donc, ce que je vais mettre à jour, en fait, c'est est-ce que la concurrence a évolué? Parce que si c'est difficile pour mon équipe R&D, ça doit être certainement difficile pour les concurrents. Donc, peut-être qu'ils ont fait des remises moins élevées, peut-être qu'ils ont modifié leurs produits, peut-être qu'il y a eu des évolutions. Et je vais deuxièmement faire une étude de profitabilité, puisque peut-être que je ne vais pas autant vendre que ce que j'aurais souhaité, mais peut-être que c'est encore profitable. Et enfin, je vais faire une étude de définition de l'offre sur les points qui ont changé, pas toute la définition de l'offre, mais je peux revenir vers les clients que j'avais interrogés et leur reposer une question en disant, ben voilà, finalement, ce module-là, ce n'est pas celui-là qu'on va avoir, il est différent et le prix va être différent. Et donc, est-ce que, à nouveau, vous êtes intéressé par le produit? Est-ce que, à nouveau, vous maintenez qu'à tel prix, vous étiez intéressé s'il était disponible dans un an, par exemple? Donc, vous voyez, en fait, on est
dans une étape intermédiaire entre l'idée et le lancement, et on va faire quelque chose de plus fin, de plus approfondi, en me mettant à jour au niveau de la concurrence. En conclusion, il faut optimiser son choix parmi un grand panorama d'études. On a ce choix, c'est formidable, mais en même temps, il ne faut pas se disperser. Il faut arriver à quelque chose qui soit précis dans un temps déterminé. Deuxième point, il faut trianguler. Il faut vraiment avoir plusieurs sources d'informations et se faire son propre point de vue. Et troisièmement, il faut suivre une rigueur méthodologique. Il ne faut pas confondre études qualitatives et études quantitatives, du qualitatif avec des questions fermées, du quantitatif avec des questions ouvertes, etc. Il faut vraiment être capable d'avoir une étude très approfondie et de bien sentir ce qui concerne le client, plutôt que de lui imposer un point de vue et des réponses possibles. C'est d'abord comment lui ressent la question qui est important, plutôt que comment vous voulez une réponse particulière sur un point précis. Et pour finir, je vous propose une activité, comme pour toutes ces vidéos. Vous allez, par exemple, choisir une décision marketing à prendre dans votre entreprise, même s'il est en B2C, ça peut être intéressant, et vous allez décider des études que vous allez faire et de leur protocole, c'est-à-dire de la méthodologie, de sources et d'étapes et de traitements que vous voulez procéder. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.